Je suis toujours un peu perplexe car nous avons eu un après-midi consacré au système international nouveau aujourd'hui et c'est quelque part le thème que l'on m'a demandé de traiter en 15 minutes. C'est un peu difficile. Je voudrais commencer, juste un mot pour répondre à Terence Quinn. C'est un peu un jeu entre nous quand nous nous succédons à une tribune et qu'il montre cette photo du petit Trianon de Saint-Cloud, le pavillon de Breteuil, au moment où il a été effectivement cédé par la France à la Commission internationale du mètre, ou plutôt à la Convention du mètre. Il faut tout de même rappeler, comme vous l'avez vu sur les photos, qu'il est à flanc de colline, sur le flanc de la colline de Saint-Cloud, et que pendant le siège de Paris, une batterie française était installée de l'autre côté de la Seine, à Boulogne, et une batterie prussienne en haut de la colline de Saint-Cloud. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'il en ait subsisté quelque chose. Voilà, cette plaisanterie mise à part, mais c'est un jeu entre nous depuis près de 20 ans. Que vous dire à propos du système international d'unité nouveau, décidé il y a très peu de temps et en vigueur dès l'année prochaine, au mois de mai? Est-ce que véritablement il instaure désormais pour les références pour les mesures une approche résolument scientifique dans tous les domaines? Est-ce que finalement nous sommes dans une situation où ce sont ces constantes qui quelque part battent ou donnent la mesure pour le futur? Alors, juste pour fixer les idées, rappelons qu'il s'agit de couvrir un domaine qui est un domaine extrêmement vaste, qui comprend bien sûr les théories les plus fondamentalement établies de l'électrodynamique, l'écoute des mouvements, de leurs causes, et également les causes électriques et magnétiques, la thermodynamique qui lui est associée avec ce qu'on a vu en termes d'information, mais aussi les domaines liés à la physico-chimie, donc à la chimie, donc à la biochimie, donc à la biologie, Madame le secrétaire perpétuel, qui sont intégrés dans ce système international. Et de façon historique, le système international intègre aujourd'hui également les domaines liés à l'une des appréhensions par l'homme de son environnement, une particulière qui est liée à la vision humaine, qui est ce qu'on appelle la photométrie. Alors bien sûr, on a entendu des éléments montrant que les aspects scientifiques en termes de constantes liés à ces différents domaines, que ce soit la physico-chimie, que ce soit la photométrie, n'avaient pas le caractère conceptuel aussi fort que celui qui pouvait émaner des théories physiques établies dans les autres, mais je voudrais insister sur le poids extrêmement important de ces domaines pour les applications industrielles, pour les applications même scientifiques tout court, en ce qui concerne celles que j'ai citées en premier, et donc l'importance que les méthodologies soient des méthodologies communes à tout cet ensemble de ce que nous appelons les sciences. Les étapes ont été rappelées, l'une peut-être plus récente que celle qui concerne l'avènement du véritable système international en 1960 et le rattachement de la MOL 11 ans plus tard, c'est la signature de la reconnaissance mutuelle, de l'arrangement de reconnaissance mutuelle entre les États, qui permet d'affirmer que quand on utilise le SI et qu'on participe aux comparaisons internationales, eh bien, il n'y a plus d'obstacle aux échanges liés au raccordement. De quoi s'agit-il? Il s'agit de donner, pour toutes les grandeurs que l'on peut construire dans ce domaine, des unités sous une forme la plus cohérente et la plus rationalisée possible, comme on dit, où on puisse garantir pour celles-ci que ces références deviennent pérennes, invariantes au cours du temps, uniformes, mises en place en tout point de l'espace, à tous les temps, à tous les peuples, Planck dira à toutes les civilisations, fussent-elles extraterrestres, accessibles autant que faire se peut, au moins pour les grands laboratoires, et aussi exactes que possible lorsqu'on réalise des étalons dont il faut tout de suite distinguer la nature de celle de la définition qui les porte. L'étalon, c'est la représentation matérielle de l'unité, la définition étant son aspect conventionnel. Eh bien, on a montré qu'il suffisait de choisir dans tout ce domaine, par convention pure, 7 grandeurs, de donner par convention pure 7 définitions et 7 noms à des unités de ces grandeurs, alors pas n'importe comment, pour couvrir de façon unique toutes les grandeurs du domaine d'une manière cohérente pour définir des unités. Vous connaissez tous les grandeurs retenues comme grandeurs dites de base dans le système international, la longueur, la durée, la masse, l'intensité de courant électrique, l'intensité lumineuse, la température thermodynamique et la quantité de matière, et les symboles des unités qui sont représentés ici. Je ne les reprends pas, nous les verrons sans doute un petit peu plus tard. La révolution qui s'est produite il y a peu de temps à Versailles,
en fait, s'inscrit dans une longue tradition. Et mes prédécesseurs, à ce pupitre, ont retracé l'histoire du mètre et de ses 4 définitions, quand on parle des définitions et non pas des prototypes et des étalons seulement. Où là, effectivement, en 1799, il y en a un 5e. Au-delà du méridien terrestre, à vocation universelle, le prototype en platine iridiée de 1889, lié à son caractère très opérationnel. Un peu plus tard, une constante de la nature liée à la longueur d'onde choisie dans un atome particulier, sur une transition particulière, les deux liés à la robustesse que l'on pouvait voir dans la mise en pratique de la définition correspondante. En fait, on pensait le travail presque terminé à cette époque, puisqu'on était dans une logique où, pour la seconde, un peu plus tard, on allait là aussi se raccorder à la fréquence dans un atome particulier qui était le césium. C'est toujours la définition aujourd'hui. Et on avait appliqué les définitions dites à la Maxwell, où l'on était parti pour se baser sur ces constituants si fondamentaux que sont les atomes et les molécules. Et puis, on s'est aperçu que dans la seule équation que je vous projetterai aujourd'hui, lambda égale C sur nu, eh bien, quand on mesurait lambda, quand on mesurait nu, ce qui permettait d'obtenir C, ce qui pêchait, ce qui causait l'incertitude la plus forte dans le résultat, c'était l'étalon que l'on avait pris pour le mètre. On a donc décidé d'abandonner l'étalon du mètre, de lire la même relation autrement et de fixer la valeur numérique d'une constante physique fondamentale, la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, ce qui, si l'on croit à cette constante invariante, uniforme, définit l'unité par la fixation de la valeur numérique. Alors à combien fixer cette valeur numérique? J'insiste un peu car c'est exactement la même chose qui est faite aujourd'hui pour les autres. Eh bien, à une valeur qui est celle qui est mesurée le mieux possible, mais qui est compatible avec une continuité historique qui fait qu'il n'y a pas d'évolution dans l'appréhension que l'on aura de l'étalon. Non, en métrologie, on ne vous fait pas le coup de l'euro. On ne vous dit pas la nouvelle unité, c'est 5 fois la précédente. On inscrit la nouvelle dans l'incertitude de matérialisation de la précédente. Ce qui veut dire aussi que, en fait, le nombre de chiffres significatifs qu'on voit apparaître dans les définitions ne se rapporte pas exactement à la qualité avec laquelle on mesure, au moment où on en dispose, la constante fondamentale correspondante, mais se rapporte en fait à la qualité avec laquelle on pouvait matérialiser la définition précédente et à l'incertitude de réalisation de celle-ci. Alors du coup, la théorie électromagnétique, y compris dans ses aspects relativistes, est prise en compte dans la définition formelle qui est donnée en 1983. Et je voudrais insister sur le fait que si cette définition n'est pas donnée en 1983, mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous ne vous repérez pas par rapport au GPS. C'est quelque chose qui devient impossible. Ce qui veut dire que les conséquences technologiques de ces changements de définition sont un peu imprévisibles, mais aussi le cas échéant d'une portée extrêmement importante. En pratique, en revanche, pour la plupart des mesures matérialisées de longueur, la traçabilité se fait au travers de mesures de fréquence, bien sûr, puisqu'on est accroché à la fréquence, mais aussi de mesures interférométriques, comme avant, comme entre 1960 et 1983. Ce qui veut dire que les schémas de traçabilité ne changent pas forcément du tout au tout le jour où on change la définition. Alors c'est un point que nous retrouverons. Les définitions qui ont été remplacées, vous les connaissez, le kilogramme c'était le prototype, le mètre, nous venons d'en parler, c'était déjà la vitesse de la lumière, la seconde qui est inchangée reste liée à une horloge atomique à atomes de césium. Pour l'ampère, eh bien c'était une loi qui donnait la loi de Laplace, qui fixait une constante fondamentale, on en a changé, on verra, pour fixer la charge élémentaire. Pour la température, ça n'a l'air de rien, mais 60% des mesures faites dans le monde industriel et économique aujourd'hui sont des mesures de température. On en mesure partout, toujours, donc c'est un enjeu qu'il y a derrière les mesures de température qui est colossal. La température, on croyait qu'on avait quelque chose de merveilleux, une constante de la nature liée à la réalisation du point triple de l'eau pure. Je montrerai combien cet élément était un peu imparfait. La mole, c'était une question de comptage, nombre d'atomes dans 12 grammes d'isotope 12 du carbone, tous séparés les uns des autres et qu'on pouvait compter, paraît-il. Enfin, la candela, liée à la perception humaine et en particulier à une modélisation faite dans l'entre-deux-guerres et dont la pérennité, elle, pourrait être revue à l'échelle du monde contemporain, de la façon dont l'œil humain voit les différents spectres
de lumière. Comme vous le savez, le jour, la nuit, on ne voit pas la même chose, le rouge, le vert, la nuit, les chats sont gris, hein, on dit souvent. Donc cette modélisation a été faite et il fallait la raccorder aux grandeurs radiométriques, c'est ce que fait la Candela. Alors, pourquoi changer ces définitions ? On cite souvent l'exemple du kilogramme. Kilogramme dont on avait vérifié, comme on dit, régulièrement sur les 120, 130 ans de durée de vie, comment les écarts entre les prototypes déterminés au moment de leur constitution, il s'agit ici de porter l'évolution des écarts au cours du temps et non pas de dire qu'ils avaient tous la même masse au départ, variaient avec le temps. Et effectivement, on observait une dispersion importante d'à peu près plus ou moins 50 microgrammes sur un siècle, avec peut-être une tendance à l'ensemble à s'alourdir par rapport aux prototypes. On s'est dit, mais c'est pas grave, on les a transportés dans différents pays, peut-être les conditions de conservation ne sont pas les mêmes, Quand on fait la même chose sur les seuls prototypes et ses témoins et qu'ils sont conservés au même endroit, dans la même armoire forte, eh bien on trouve grosso modo la même chose. Donc on est bien sur une non-pérennité intrinsèque. Christian, tu as pris le risque tout à l'heure de dire que l'évolution était de l'ordre de quelques dizaines de microgrammes par siècle. En tout cas, la dispersion, oui. L'évolution elle-même, nous n'en savons rien, car il faudrait savoir si cet ensemble n'était pas en train d'évoluer en plus ou en moins vis-à-vis de quelque chose qui serait plus pérenne que les éléments correspondants. Mais les mesures qui ont été faites de la constante de Planck récemment et de son évolution te donnent raison. La dispersion des prototypes, cette dérive non maîtrisée, le fait que pour mesurer une masse, il faille toujours se reporter au kilogramme en un point de l'étendue, ont conduit, il y a une quinzaine d'années, à ce papier fondateur, il est temps de changer la définition du kilogramme, dont d'ailleurs Terence Wynne fait parmi des éminents auteurs qui l'ont écrit. Alors, dans le domaine des températures, où on avait déjà une constante de la nature, est-ce que c'était aussi bien ? C'est très bien, la température du point triple de l'eau pure. Qu'est-ce que c'est que l'eau pure ? L'eau pure, vous allez me dire, c'est l'eau sans impureté. Qu'est-ce que c'est qu'une impureté ? On peut enlever tout ce qui n'est pas de l'eau. Alors il reste H2O, oui, mais quel H ? H1, H2, quel O ? O16, O17, O18 ? Eh bien voilà, il a fallu se mettre à définir précisément ce qu'on appelait l'eau pure, réaliser les éléments en un point où se situe effectivement le point triple, mais y mettre un thermomètre qui avait une extension, ce qui était un peu compliqué, faire des comparaisons entre les différents pays du monde qui réalisaient des points triples, ce qui donnait quand même quelques 30 microkelvin, et on est à peu près à la température de 273,16 Kelvin, on n'est pas loin de 0 degré Celsius. C'est quand même une recette, une bonne recette, mais une recette de cuisine. Et donc la décision d'aller vers quelque chose là aussi de plus fondamental, plus pérenne, plus absolu, plus exact, s'est imposée. Là encore, toute mesure de température devait se raccorder en ce point particulier de l'étendue, situé certes peut-être au milieu de l'utilisable, mais qui posait des difficultés. Et donc la 26e CGPM a tout changé et a décidé que, à compter du 20 mai prochain, le système international serait établi à partir de la donnée numérique, des valeurs numériques de cette constante de la nature, certaines dites constantes fondamentales de la physique, d'autres constantes liées à des éléments ou des conventions particulières. Alors, en fait, 4 unités changeaient de façon cruciale de définition. Le kilogramme, l'ampère, le kelvin et la mole. Pour les autres, une reformulation des définitions maintenait la situation qui prévalait auparavant. Vous voyez que définir une unité à partir d'une constante, c'est faire entrer le modèle qui fait intervenir cette constante, et donc toutes les grandeurs issues de ce modèle, dans la définition même des unités. Et pour ça, il faut avoir une confiance très forte dans ces modèles. Alors, sommes-nous sûrs que les théories physiques sous-jacentes sont justes ? Non, bien sûr. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, elles sont, je ne l'écrirai pas, mais même pas fausses. Elles sont même pas fausses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarche expérimentale validée qui vient contredire et démentir celle-ci. Elles peuvent donc sous-tendre la définition des unités de mesure. Autre question, combien de décimales dans ces définitions ? Je l'ai évoqué tout à l'heure, il s'agit d'assurer la continuité historique et donc d'adapter à l'intervalle d'incertitude de réalisation de la définition précédente la donnée expérimentale qui est figée ici. Mais il y avait quand même d'autres prérequis.
d'autres prérequis avant de changer les définitions, et je vais l'évoquer sur deux d'entre elles, la masse et puis la température. Les prérequis, c'est qu'on puisse accéder à des mesures des constantes physiques fondamentales des les anciennes unités afin de trouver justement ces décimales à un niveau d'exactitude suffisant, donc une incertitude suffisamment basse, et en général avec une redondance à la fois dans la méthode qui marche le mieux, 2 expériences au moins, 3 qui marchent le mieux, à un niveau suffisant, et également une redondance et une cohérence en utilisant des principes de mesure différents. Et évidemment, ceci a été fait autour de la balance de Kibble, un effet qui vient relier finalement des pesées, la masse d'un corps exprimée par son poids dans un champ de pesanteur à des grandeurs électriques liées à des forces électromagnétiques. Ça a été fait également au travers du comptage d'atomes dans un objet monocristallin, une sphère de silicium monocristalline, et le lien direct entre la masse de l'atome ou d'un autre atome obtenu parallèlement avec des expériences de physique plus fondamentales, où un atome individuel, en absorbant un photon, eh bien, reçoit une impulsion, comme quand vous le faites en essayant de capter un ballon de rugby qu'on vous a lancé et qui vous conduit à reculer un petit peu pour assurer votre équilibre. Ces expériences, à peu près cohérentes, ont conduit à une incertitude suffisamment faible pour envisager le changement de définition. Les États-Unis, le Canada, pour partie la France, ont contribué sur les balances de Kibble à ces aspects-là. Un consortium international important, et des mesures dont on nous a montré la pertinence au cours de la séance de l'après-midi l'ont fait pour la sphère de silicium. Voilà en quoi ça se situe. Il faut la cohérence entre toutes ces données. Je voudrais souligner le fait que tout de même, c'est grâce aux effets quantiques de la métrologie électrique qu'on a pu réaliser ces expériences. Et que donc, les avancées qui ont été faites n'auraient pas pu voir le jour il y a 50 ans tant que ces aspects et ces effets non découverts, non mis en place, auraient pu être développés. Un mot, si vous voulez, sur tout de même la constante de Boltzmann. Là aussi, on peut mesurer la constante de Boltzmann de tas de façons différentes. La constante de Boltzmann, c'est l'agitation thermique des constituants fondamentaux de la matière. C'est le cas de KT. Et dès que vous avez un système où vous allez essayer d'ordonner quelque chose et que l'agitation thermique va essayer de le désordonner, eh bien vous avez potentiellement une façon de mesurer la constante de Boltzmann. Alors, le son, c'est l'exemple. Les meilleures mesures aujourd'hui sont faites au travers de mesures de la vitesse du son dans un gaz, en plutôt de l'extrapolation de la vitesse du son dans un gaz à pression nulle, ce qui est déjà un petit peu plus compliqué, et sachant que, comme pour la balance de Kibble, là aussi, pour passer de la vitesse du son à une mesure, par exemple, de fréquence de résonance dans un résonateur, vous avez besoin des dimensions. Mais au niveau d'incertitude qui est recherché, les dimensions, c'est 20. Vous ne parviendrez pas à caractériser ces dimensions à 10-6 près ou mieux. Donc il faut des trucs qui, comme on le fait pour la balance de Kibble, permettent d'éviter d'avoir à mesurer les dimensions. Et bien là, ça a été le truc suivant. Dans la même cavité, faire des résonances acoustiques qui vous permettent d'accéder à la vitesse du son si vous connaissez les dimensions, mais aussi faire des résonances électromagnétiques, après avoir enlevé le gaz, qui vous permettent d'accéder à la vitesse de la lumière si vous connaissez les dimensions, mais comme vous connaissez la vitesse de la lumière, vous connaissez les dimensions, vous mesurez donc la vitesse du son en unité de vitesse de la lumière, et vous n'avez plus besoin des dimensions. Alors, c'est cohérent, ça a été fait, là encore, avec des mesures un peu cohérentes. Je dis un peu, car quelquefois, c'est de la collaboration-compétition, et quand des résultats paraissent un peu différents, eh bien, on travaille, on discute, on se met ensemble, on joue un peu à Roméo et Juliette, mais avec « je t'aime moi non plus », quelquefois. Et un arbitre international, en général, qui est un autre laboratoire qui fait des mesures, vient expliquer que peut-être une incertitude a été sous-évaluée. Il a fallu là aussi modéliser à l'échelle microscopique et quantique le comportement des gaz, et là encore, sans effet quantique, on n'aurait pas pu parvenir à ces aspects-là. Alors, il est temps pratiquement de conclure. Je suis dans une situation où je voudrais vous convaincre de l'utilité extrêmement large du système d'unité qui est développé dans ce cadre-là. Que ce soit évidemment pour le commerce, que ce soit pour le droit, que ce soit pour l'appréhension de la performance sportive ou de son droit, évidemment pour la science. Comment imaginer une statue où on n'aurait pas simultanément représenté Kepler et sa loi, et à côté Tycho Brahe, qui tout de même a fait toutes les mesures, enfin pas toutes, mais qui a fait l'essentiel des mesures.
évidemment nécessaire pour la santé, évidemment utile à l'industrie pour réussir à garantir la compétitivité ou à l'efficience, le développement durable, au travers de cette image des capteurs photoélectriques placés sur une case en Afrique. Je voudrais juste dire qu'il y a un lieu où il convient de s'arrêter. Et ce lieu où il convient de s'arrêter, c'est celui où on considère qu'on va essayer d'imaginer des protocoles et des essais qui vont permettre de donner des grandeurs reliées de près ou de loin à des domaines du SI. Alors, mon sens, c'est que dès qu'on arrive dans des essais qui sont un peu trop élaborés, trop loin des réalités, qui font intervenir des données financières, on commence à se perdre. Que dire de l'appréhension et des sensations humaines lorsqu'il s'agira d'évaluer, par exemple, la douleur que vous ressentez, question qu'on vous pose pourtant quand vous arrivez à l'hôpital. Il reste une grande difficulté. Et cette grande difficulté, je l'illustre autour de la définition probable de demain du kilogramme. Aujourd'hui, c'est la masse du prototype international du kilogramme. Demain, voilà la définition. Vous avez compris qu'on a un petit souci pédagogique. On a un petit souci pédagogique. Il va falloir essayer d'expliquer comment, à partir de cette foutue constante de Planck, on arrive à percevoir le recul ou autre chose. Est-ce que ce n'est pas non plus la chance qui nous est donnée de faire entrer véritablement dans l'éducation les aspects quantiques et donc de convaincre chacun que nous sommes effectivement rentrés dans un monde quantique? En tout état de cause, il a été jugé qu'on pouvait changer ces définitions. Les prérequis ont été satisfaits. Je crois que le feu vert a été donné. L'unanimité de tous les votants à la conférence générale des poids et mesures, où étaient présents des pays, Monsieur le Président, aussi variés que l'Iran, les États-Unis d'Amérique, la Corée du Sud, certes, et d'autres, la Syrie. Tous ont voté oui, de façon unanime, ou yes. Je crois que c'est vraiment l'espoir qui est donné d'avoir conçu un outil pour un progrès raisonné, choisi et partagé. Voilà, je m'arrêterai là avec un petit peu de pub que j'affiche sans les mentionner.